Donc, je me présente, je m'appelle Aude Belzile, je suis directrice des activités philanthropiques à la Fondation J. Armand-Bombardier. Au nom de mes collègues de l'Esplanade puis de la Fondation, je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième conversation officielle de la série Possible. D'abord, nous aimerions commencer par reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire et nous espérons un avenir plus juste ensemble. Des paroles, mais surtout une posture qui sont particulièrement importantes selon nous à ce moment de notre histoire commune. La série Possible est née d'une conversation que nous avons eue avec nos collaborateurs de l'Esplanade il y a maintenant plus de 2 ans. Nous trouvions intéressant d'ouvrir la conversation sur l'innovation sociale pour entendre des points de vue et des exemples d'ailleurs. C'est ainsi qu'est née cette série de conversations abordant l'innovation sous 4 angles différents. En 2019 et 2020, nous avons abordé les thèmes de la technologie et de la philanthropie en lien avec les villes. Avec la pandémie, notre série s'est brièvement interrompue pour permettre une transition vers le virtuel. Nous en avons tout de même profité pour insérer un échange additionnel en septembre dernier sur le thème de l'équilibre. Nous avons ensuite repris le fil en janvier avec une conversation autour de l'économie et du développement. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour jaser innovation sociale et art. Plus précisément, la question des arts comme vecteur de changement sociétal et promoteur d'engagement citoyen. Un tout petit sujet. Avant de céder la parole à mon collègue Luc, je tiens à remercier nos partenaires dans ce projet. En effet, la série est présentée par Bombardier en collaboration avec Espace pour la vie et la Fondation Mirella et Lino Saputo. Merci à vous de nous avoir accompagnés dans tous ces échanges. Et je tiens également à remercier Tania Jiménez, notre complice de longue date qui a signé tout l'univers visuel de la série. À toi, Luc. Ben, un gros merci, Aude. Merci pour cette belle introduction. Bonjour à tous et même bonjour à certaines personnes qui nous écoutent du Portugal, à ce que je peux voir. Donc, fantastique, nous sommes internationaux. En plus d'avoir, vous allez le voir, une panéliste aussi internationale. Donc, tout d'abord, simplement dire que la Fondation Germain Bombardier et Esplanade sont des partenaires historiques. Donc, merci à la Fondation Germain Bombardier d'être à nos côtés depuis nos tout débuts. On a formé cette collaboration-là qui était vraiment fondée sur une volonté mutuelle de vouloir aider les communautés par l'innovation sociale et l'entrepreneuriat à fort impact social. Donc, c'est pour ça, comme Aude l'a bien mentionné aussi, cette idée, cet esprit de vouloir mettre en place cette série-là, justement pour provoquer des débats comme celui auquel vous allez pouvoir assister aujourd'hui. Donc, on est très, très fiers de notre panel aujourd'hui qui viendra discuter justement du pouvoir des arts et de la transformation sociale. Nos panélistes seront présentés dans quelques minutes par celle qui dirigera notre fantastique panel aujourd'hui. Donc, je vous la présente. Après avoir étudié à l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, Marilyn Bastien fonde le Théâtre du Lys Bleu, où elle produit pour la première fois en avril 2012 la pièce Les monologues du vagin. En 2018, elle fonde la compagnie de production Pourquoi Productions Incorporée, dédiée au cinéma et à la télévision. La jeune comédienne a toujours cru à un art engagé et solidaire dans sa communauté et c'est la raison pour laquelle ces compagnies sont basées sur l'entraide et qu'elles reversent une partie de leurs recettes à des organismes venant en aide aux plus démunis. À la fin de l'année 2018, elle a produit le long-métrage du réalisateur Jean-Sébastien Lozo, Live Story, film dans lequel elle tient également le rôle principal aux côtés de Sébastien Ricard. À la télévision, elle fait aussi quelques apparitions dans divers téléromans et séries québécoises, notamment District 31, Yamaska, 1 sur 2, Le Berceau des Anges, Ségala et Dans ma tête. Alors, sans plus tarder, je vous présente Marilyn Bastien. À toi, Marilyn. Merci, Luc. Bonjour tout le monde. Merci d'abord de m'avoir invité. Je suis contente de pouvoir partir à la découverte de toutes ces discussions et de ces panélistes avec vous. Donc, comme on sait, les artistes sont souvent des innovateurs sociaux par excellence. Ils façonnent nos sociétés et pourtant, on les prend souvent pour acquis. Alors, pendant 1 heure et demie, j'ai envie de vous proposer d'aller à la rencontre d'artistes extraordinaires qui transforment leur communauté, là, que ce soit par un projet artistique ou encore par leur démarche profonde. On a 3 panélistes extraordinaires avec nous ce
soir, donc ce soir pour notre panéliste qui est en Belgique. Et je vais vous les présenter. On va commencer par Lisette Lombé. Je vais lire fidèlement sa description afin de respecter toutes ses réalisations. Donc, Lisette Lombé est une artiste plurielle. Elle s'anime à travers des pratiques poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques. En 2020, elle reçoit un Golden Afro Artistic Award pour son roman Vénus Poetica et le prix Grenade pour son recueil Brûler, brûler, brûler. Elle est donc avec nous aujourd'hui, comme je disais, en direct de la Belgique. Donc, bonsoir Lisette et merci infiniment d'être avec nous. Donc, tout d'abord, la deuxième panéliste est Caroline Boileau. Caroline Boileau est une artiste visuelle montréalaise qui, depuis 25 ans, travaille à partir d'une position féministe avec un intérêt pour la santé. Sa pratique se manifeste dans des installations, le dessin, la vidéo et la performance. Donc, bonjour Caroline et merci d'être avec nous. Le dernier Bonjour Caroline. Le dernier panéliste et non le moindre, c'est Marco Pronovo. Donc, nommé en 2017 l'un des jeunes innovateurs culturels canadiens par le Conseil des arts du Canada, Marco est un artiste médiateur dont le travail se qualifie d'art social. Il est chorégraphe, metteur en scène et chercheur. Il explore dans ses œuvres la relation avec le public et remet en question la notion du quatrième mur. Bonsoir Marco, pardon, bonjour. Bonjour Marco et merci d'être avec nous. Donc, et enfin, j'aimerais souligner la participation en coulisses de Steven Penneau. Steven Penneau, c'est un designer social avec plus d'une corde artistique à son arc. Steven va capter notre discussion, va s'inspirer de notre discussion, il va faire appel à nos sens, à nos émotions et son intervention artistique sera partagée dans quelques jours, donc sur le site, par exemple, possiblemontréal.ca. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir son œuvre, là, ce qui aura émané de notre très intéressante conversation. Donc, je vous lance tout de suite la première question qui est un peu inévitable vu la dernière année qu'on vient de traverser. Donc, avec la pandémie, est apparue une tension entre la position de la non-essentialité associée aux artistes et le rôle d'utilité publique qu'on peut leur donner là, parfois. Est-ce qu'on pourrait creuser un peu mieux cette opposition-là face à la perception de la non-essentialité des artistes et donc l'utilité dans l'espace public au niveau de l'innovation sociale? Si on peut commencer peut-être par, j'inviterai peut-être Marco à se prononcer sur cette question. Je me lance alors. Mais je pense que, en fait, tout ce qui est apparu pendant la pandémie, ça a été une espèce de... Ben, premièrement, on a eu une loupe. La pandémie, ça a été une loupe qui a magnifié tous les problèmes qu'on avait déjà à l'intérieur de notre milieu culturel. Puis je pense que la question par rapport à l'apport des artistes ou au rôle des artistes dans la société en général, c'est quelque chose qui est latent, qui a toujours été là, puis qui continue à être là. Puis tandis qu'on était dans une perte économique assez importante, je crois qu'on a mis l'accent très fort là-dessus. Donc, on a essayé de voir comment est-ce que les artistes pouvaient contribuer autrement. Puis quand on s'est rendu compte que de toute façon, l'économie n'était plus au rendez-vous, mais qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui encore est apparent pour et par les artistes? Bien, il y a eu tout le volet divertissement. Puis avec le divertissement est arrivé donc une flopée de propositions, de soutien et tout ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a quand même eu des institutions et des gens qui se sont posés la question et qui sont arrivés avec des réponses artistiques, esthétiques, qui ont pu poursuivre la recherche fondamentale, qui ont pu poursuivre la relation avec les publics, qui ont pu approfondir aussi les échanges avec les diffuseurs pour que sur le long terme, on puisse avoir quelque chose de différent. Mais je crois que ce qui a été le plus visible, ça a été justement cette demande de changement, d'adaptation, de réinvention, pour ne pas utiliser ce mot qu'on a utilisé à tort et à travers. Mais pour moi, en fait, ça a été comme on a été témoin d'un petit tisonnier là, où on a alimenté des braises, on a mis un peu d'air sur ce qu'il y avait déjà comme friction, comme tension. Mais ce qui en est ressorti, c'est beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Puis je pense qu'on a vu justement que les artistes pouvaient être des moteurs de changements sociaux en général, de par leur présence dans certains lieux qu'on les a peut-être pas attendus, on les a peut-être pas vus venir. Ça a été des collaborations souvent atypiques, mais je pense que tranquillement, il y a comme quelque chose aussi qui a pu percoler puis qui a pu prendre racine, qui avait déjà une tendance très lourde dans ce sens-là, mais que maintenant, peut-être qu'il y a des artistes aussi qui se sont découverts à travers ça et peut-être que réciproquement, des partenaires ont vu aussi qu'il y avait de la place à faire dans leur mur pour des artistes. Parfait. Et Caroline, qu'est-ce que tu aurais à nous dire
sur le rôle de Je l'artiste. suis d'accord avec ce que Marco vient de dire. La pandémie, ça a été difficile. Là. Moi, je suis dans le milieu des arts visuels. Là. Je vais parler de ce que je connais. Mais ça a beaucoup... oui, il y a eu un effet de loupe. Ça a mis en lumière, en fait, la grande précarité dans laquelle les artistes travaillent. Donc, d'une part, il y a eu cet effet de solidarité, là, un peu de se rassembler, puis de s'écouter, de pouvoir, entre nous, s'épauler. Puis, je suis d'accord avec ce que Marco a dit, il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont de l'ordre du divertissement. Donc, ce qu'on a vu, c'était ça, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a une grande part du travail en art visuel qui est de la recherche, qui s'intéresse à un processus, pas nécessairement à une œuvre finale ou à quelque chose de spectaculaire. Moi, dans mon cas, c'est tout à fait mon cas. Donc, plutôt une recherche et un processus lent. Et ça, c'est... oui, ça, je pense qu'il y a des choses à valoriser, puis à continuer à nourrir pour la suite. C'est vraiment important pour que c'est pas tout ce qui reste, ce soit des propositions qui sont liées au divertissement, mais qu'il y a un équilibre entre le divertissement, entre des pratiques qui sont plus ponctuelles, des pratiques qui ont besoin de temps pour se développer, avec des communautés, avec des lieux. Comme artiste visuel, j'ai une pratique d'atelier, mais j'ai aussi une pratique en dialogue, donc j'ai besoin de travailler avec des gens dans des lieux spécifiques, dans des contextes. Puis je pense que c'est ça qu'il faut peut-être pas nécessairement réparer, mais revaloriser là, pour mettre de l'avant. pandémie. Parfait. Merci. Et vous, Lisette, de votre côté, comment vous avez vécu ça, la pandémie, là, par rapport à l'opposition de la non-essentialité peut-être qu'on peut accorder dans une société et puis le fait qu'on prenne beaucoup d'un artiste, mais qu'en même temps, on ne trouve pas ça tant essentiel. De votre côté, je pense que vous avez été assez marqué par ça. Oui, tout à fait, comme beaucoup. Après, je me dis qu'à situation complexe, réponse complexe. Moi, je vois ça comme si je dois prendre la métaphore du liquide révélateur pour les photographies. Là, on trempe la photo. Des choses qui apparaissent, c'est que moi, je vois du pire comme du meilleur. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu des solidarités se mettre à l'œuvre, mais on a vu aussi, et à juste titre, du repli. Et puis, chacun qui veut sauver sa peau, qui veut sauver son âme, qui doit mettre des choses en place à court terme pour faire face à l'urgence et au jeu de domino dans les agendas. Je me dis que cette secousse-là nous a obligés, c'est un électrochoc, donc à la fois d'abord il y a de la tétanie et ça nous a fait douter sur notre essentialité effectivement, et après l'électrochoc c'est de pouvoir se redresser et de revenir dire avec beaucoup de force que oui, il y a utilité publique même si on n'est pas reconnu tel quel dans les décrets, c'est ce qu'on fait au quotidien. On a dû redire que dans l'électrochoc, oui, les droits culturels comme tous les autres droits, comme les droits sociaux, ça peut être détricoté aussi si on n'y prend pas garde et qu'il faut refaire barrage et, voilà, et se redéfendre. Et on a dû reparler de sororité, on a dû reparler de lutte et de créativité, mais choisie. Non pas cette injonction, parce que de toute façon, on est en créativité tous les jours. On n'avait pas besoin de cette injonction, mais vraiment une créativité au sens noble. Mais comment on fait pour mieux reconnaître, pour accueillir le rôle des artistes dans des espaces d'innovation sociale à ce moment-là? Quelles ont été, vos pistes de solutions? Nous, on a travaillé petit, on a travaillé local. Je pense que la secousse a été tellement grande et que ça nous a mis une telle explosion de ce « nous les artistes ». Nous, moi, je suis toujours dedans, en fait. Je suis toujours dans cette espèce d'écran de fumée. On a fait des choses très concrètes, des choses qu'on n'avait pas fait avant, c'est-à-dire qu'on était sur des processus plus longs. On a dû gérer des urgences, on a dû effectivement être... on est comme à la fois observatrice et à la fois on est en train de construire on a dû se remettre dans un temps long. Ce qu'on est en train de faire là en coulisses, c'est-à-dire d'accompagner les artistes, c'est quelque chose qui va éclore, voilà, c'est pas pour maintenant. Nous, on a dû en tout cas re-questionner notre rapport au temps. On est dans une forme de course, dans une forme de rentrée des subsides, aller jusqu'au bout des projets, et puis là, tout s'est arrêté, donc ça nous oblige à re-questionner aussi cet horizon lointain.
Voilà, on travaille, mais c'est pour voilà, c'est quoi ce monde de demain? Pour moi, ça prend du temps en fait. Et je suis Un peu plus toujours dans cette à long voie-là terme. de réflexion. Je comprends. Et de ton côté, Marco, comment tu penses qu'on peut mieux reconnaître là, et accueillir le rôle de l'artiste? Mais je pense qu'une des choses, en fait, qui est en train de se passer, c'est qu'on réalise, je pense que c'est Caroline tout à l'heure qui le mentionnait, qu'il y a toute la notion du processus aussi qui est super important quand on parle de la création ou du rôle de l'artiste en tant que tel dans la société. Puis, ce qu'on a au Québec, au Canada, en Amérique en général, on a le modèle de la tournée. Puis, le modèle de la tournée, c'est ce qui met le plus d'emphase sur la finalité de la création et du processus. Puis ça représente, on le sait, hein, quoi, 5 10 de la vie de l'artiste en tant que tel, tandis que tout le reste se fait dans l'ombre, se fait souvent dans un laboratoire fermé, un cube blanc, un cube noir, mais il n'y a pas d'impact sur la communauté en tant que telle. Et je crois que ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est que tranquillement, il y a des diffuseurs qui ont commencé à voir qu'il y a toute une richesse à, je vais dire, exploiter. Mais sans le terme péjoratif d'exploiter, peut-être... comment, pardon? Non, je répétais, j'ai dit sans être péjoratif, oui, je comprends. Oui, exact. Donc, dans cette idée, en fait, où vraiment il y a quelque chose à venir partager de ce processus-là, puis des gens ont commencé à rendre accessible le processus à certaines communautés, à certains types de publics. Et on le sait, pour les artistes, on le demande de plus en plus, pour les subventions, pour un peu tout, hein, le soutien en tant que tel, d'avoir une relation avec le public qui est différente et qui est distincte. Je sais qu'on parlera de médiation culturelle éventuellement, c'en est une partie de la réponse, mais comment faire pour justement aller dans ce processus de création pour pouvoir aller chercher les parcelles, les pépites vraiment hyper intéressantes qui peuvent soutenir un processus d'émergence, d'innovation, qui peuvent mettre en lumière aussi des leaderships citoyens dans une communauté, qui peuvent permettre aussi de créer de nouveaux partenariats entre des organisations qui sont déjà sur le terrain, mais en facilitant le passage des formations, entre autres. On le sait que l'art en tant que tel, c'est une façon de vivre une expérience dans un vase clos, dans un espace relativement sécuritaire et éventuellement de créer de nouveaux liens. Mais comment on peut faire donc pour créer ces nouveaux liens-là sans que ce soit plastique, que ce soit sincère, que ce soit réel et que ce soit ancré dans une réelle rencontre de l'autre? C'est-à-dire que l'art nous permet aussi d'explorer une forme de vulnérabilité puis d'authenticité. Puis j'ai l'impression que c'est d'autant plus qu'on a besoin quand on parle d'innovation sociale parce qu'on s'ancre dans des valeurs, on s'ancre dans des gestes qui sont soit quotidiens ou structurants sur le long terme. Puis je crois qu'en passant par les producteurs, par les diffuseurs qui sont vraiment au bout de la chaîne de production et qui ont le meilleur lien avec les publics, donc les citoyens, citoyennes, en utilisant leur relation avec les artistes et ces publics-là, on devient de réels passeurs culturels et donc une espèce de rouage dans une machine de l'innovation sociale. Et pour moi, ça, c'est un rôle qui est encore peu exploité, mais qui gagne à l'être davantage, en tout cas, ou à être soutenu. Ouais. Et Caroline, de ton côté, comment on fait, selon toi, pour reconnaître l'importance d'un artiste dans une société? Moi, je pense aussi qu'à la base de ça, il faut reconnaître que la pratique artistique, c'est un processus. Donc, comment on rend le processus accessible comme artiste? Moi, je vais vraiment parler comme artiste, puis c'est toujours en lien avec les lieux où j'expose ou les communautés avec lesquelles je fais des projets, mais de vouloir partager le processus, ça peut se faire de toutes sortes de façons. Ça peut être un blog dédié, ça peut être des présences lors d'une exposition pour rencontrer les gens de façon vraiment informelle, puis d'être là, de partager ce qui a été fait, mais rendre ce processus visible et accessible. Puis, ça peut passer par la médiation, mais pour moi, ça passe aussi par une pratique artistique tout court. Pour moi, j'appelle ça une pratique du dialogue, qui est là autant quand je fais des dessins que lors d'une installation ou d'une performance, mais je suis toujours en dialogue avec des lieux, des gens, des collections. Donc, comment prise de parole. C'est ça. Donc, comment rendre, mais le processus, pas juste la finalité d'une œuvre, d'une exposition, d'un projet, mais parler de tous les chemins, les détours qui ont été pris durant la réalisation du projet, depuis les premières idées, toute la recherche, la réalisation. Ça, je pense qu'on gagne à partager ça. Et les diffuseurs gagnent aussi à voir comment chaque artiste peut partager ce processus-là de façon différente. Puis pas nécessairement d'appliquer une grille pour dire « Ah oui, on va faire de la modélisation,
on va parler de ce processus-là de la même façon, en appliquant la même grille pour tous, mais de voir comment, c'est ça, différentes est-ce qu'il y a façons quelque chose qui devrait, est-ce que le processus ou la démarche artistique devrait être un peu plus démocratisé selon vous pour aller valider l'importance de l'artiste ou pour vous? Pas nécessairement démocratisé. Je pense que quand on est présent pour parler de ce qu'on fait, en art, en sciences, en littérature, dans tout domaine, quand on est présent puis on est disposé à avoir cette conversation-là, ça se passe bien. Donc, démocratiser, si ça veut dire juste être présent pour en parler, oui. Ça ne veut pas dire non plus d'amoindrir le travail, la recherche. Pour moi, c'est une question de présence. Marco, tu aimerais rajouter quelque chose? Là, je te vois faire des petits signes. Oui. En fait, l'aspect du détour, là, moi, je voudrais juste mettre l'emphase là-dessus parce que je crois en fait que c'est une énorme richesse qu'on a en tant qu'artiste que de pouvoir exploiter ces détours-là puis de revenir sur notre chemin puis de créer des ponts entre ces détours-là pour dire, ben, en fait, on n'est pas obligé de choisir non plus entre une fourche. Et ça, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très, très riche là-dessus. Mais je pense aussi que pour faire du pont sur le processus en tant que tel, il y a toute la notion de l'éducation esthétique qui n'est pas non plus à négliger, parce que je crois que si le processus est intéressant, il faut être capable aussi d'avoir des citoyens, des citoyennes qui sont capables de recevoir une œuvre, de se l'approprier, de la vivre pour ce qu'elle est pour eux ou pour elles, et ensuite de passer à la suivante. Mais je crois que et le processus, et l'œuvre, et le tout ensemble, ça peut être des expériences qui sont très distinctes et on peut donc vivre un processus sans voir l'œuvre. On peut avoir une œuvre sans le processus et la recevoir pour ce qu'elle est, mais je crois que l'éducation à l'esthétique en tant que telle et à comment on reçoit une œuvre est aussi primordiale pour définir et comprendre quel est le rôle d'un artiste aussi, ou d'un artiste dans la société. Lisette, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec tout ce qui se dit. C'est vrai que dans cette question de médiation aussi, c'est peut-être toujours garder, en tout cas moi le garde-fou, c'est de voir comment c'est pas quelque chose de descendant, c'est-à-dire que c'est pas qu'on amènerait les publics vers, et que ce serait toujours ça, d'amener les publics avec quelque chose d'ascensionnel, vers des codes que le public ne comprendrait pas, que les publics précarisés ne comprendraient pas, ouvrir les yeux. Moi, je trouve qu'il faut faire attention à ce qu'on utilise aussi comme vocabulaire et notre représentation aussi des publics. Donc voilà, ça c'est mon point d'attention qui nous est parfois ramené aussi dans nos pratiques et de voir comment, par exemple, moi je suis en poésie sociale, en poésie engagée, aussi de voir cette question de l'hermétisme, qu'elle soit présente, en tout cas questionner cet hermétisme, questionner ce rapport au public d'entrée de jeu dans le processus créatif. Pour moi, c'est important. Et justement, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet de vos travails respectifs. Donc, j'aimerais beaucoup que chacun d'entre vous, vous nous présentez votre travail, donc comment vos pratiques s'inscrivent dans la transformation sociale. J'aimerais qu'on commence par Lisette, si vous le voulez bien. Donc, Lisette, est-ce que tu peux nous présenter ton travail et nous expliquer un peu plus concrètement là, en quoi ça implique une transformation sociale? Oui. Alors, peut-être d'abord juste vous redire que, comme ça, si je vous dis d'où je viens, vous allez voir pourquoi je travaille comme ça. Donc moi, j'ai une pratique artistique sur le tard, autodidacte, même si liée aux mots par mes précédentes vies comme enseignante et formatrice. Et je fais partie des artistes qui ont démarré sur les cendres du burn-out. Donc du coup, c'est clair que moi, dès le départ, ma pratique artistique, est plus liée à une forme viscéralement à quelque chose qui redonne dignité, qui redonne humanité, c'est quelque chose qui va rester. Et donc je pense que quelques mois après être montée sur scène pour la première fois, j'ai eu envie d'embarquer mes amis qui n'étaient pas encore artistes, et moi j'avais pas encore de velléité artistique non plus, dans un collectif, et donc il y a cette particularité au départ de ne pas être un collectif qui fait de la programmation artistique, mais plutôt qui permet à des femmes de se réunir et voilà, de regagner en dignité, en fierté. Et donc ce collectif, c'est El Slam, c'est un collectif de poétesses, de slameuses, mais il y a aussi des danseuses. On travaille le mouvement aussi. Et ce qu'on s'est dit, c'est que cet espace public, on allait le penser sur un continuum vers l'espace scénique. Et pour nous, c'était un grand continuum. C'est ça notre grille de lecture féministe appliquée aux arts de la scène. On a interrogé tout ce qui
qui faisait frein à cette parole des femmes qu'on retrouvait beaucoup en atelier d'écriture et pas à cet endroit-là. Donc collectivement, on a, comme on est en éducation permanente avec les publics, éducation populaire, on déconstruit les stéréotypes qui sont liés à la réception des textes, qui sont liés à la sororité, qui sont liés à la légitimité de la parole. Donc il y a des ateliers d'écriture, des ateliers de coaching scénique. Et puis le fer de lance du travail, c'est le croisement des publics. Donc, c'est-à-dire, c'est pas qu'on va travailler, alors dit avec des publics précarisés ou très éloignés de l'écriture, c'est plutôt de voir comment des groupes très distincts qui ne devaient pas spécialement se rencontrer, grâce à cette pratique mêlée, toujours métissée. Ici, vous allez voir dans l'extrait du cabaret et du slam, avec l'audace, l'espièglerie du cabaret, la nudité du cabaret et l'aspect politique du slam, et de voir comment des publics viennent se croiser et comment, dans le frottement, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, l'idée politique, c'était pas de... Et on a un axe où on aide les artistes professionnellement, mais notre gros travail, c'est plutôt de voir comment on élargit la base. Le mantra, c'est pas d'épanouissement individuel sans émancipation collective. Donc, c'est pas, on aide effectivement à titre individuel des artistes à se professionnaliser, mais l'idée, c'est comment on modifie en profondeur une pratique, ce qu'on a fait en slam en Belgique francophone en 5 ans, grâce à des ateliers, parce que maintenant, il y a plus de femmes sur scène, et le slam, surtout, s'est démocratisé et va dans des endroits qui sont plus spécifiquement culturels, mais l'associatif, les écoles, voilà, ça a percolé. Et donc, avec cette idée-là, c'est agrandir la base, en fait. Oui, vous avez vraiment créé des ponts entre des cultures qui ne seraient pas appelées à se rencontrer. C'est vraiment très riche et précieux à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut voir une partie de ce travail-là? Je crois que vous avez du matériel à nous présenter. Donc, je ne sais pas comment ça va se... Voilà, ça commence, c'est à l'écran. C'est pas bien, non? On a tout du courage et une sacrée paire d'ovaires. On a tout du courage et une sacrée paire d'ovaires. Oui, toi, qui m'as mise au monde, alors que je ne voulais pas venir. La tête ailleurs, ailleurs, mais où? Ma tête qui se perd, ma tête qui se perd, loin. C'est 9 mois de colère, hurlée maladroitement, au mauvais endroit, aux mauvaises personnes, au mauvais moment. C'est 9 mois de repli sur soi, de souffrance égocentrée parce que je ne voulais pas me taire. Avant, je n'avais pas peur de marcher seule dans les rues tard le soir. Avant, je n'avais pas peur de remballer quelques connards. Je m'octroierai pas le droit de t'imposer mes choix. Et puis tu te sentiras léger comme une plume, comme un être serein dépourvu d'amertume. Tout est plus beau quand le feu des luttes se consume. Même cœur, même sexe, même impudence, étrange fruit qui se balance. Merci, Lisette. C'est vraiment touchant. Hein? Il y a beaucoup de diversité,
d'intensité. Donc, voilà, merci beaucoup là, pour cette présentation. Juste vous dire que ce qui est beau là, vous voyez les gabarits, voilà, et c'est de voir comment chacune de ces personnes, après les ateliers, retourne dans ces endroits à elle, en fait, chargée de tout ça et de cette nouvelle sororité et de cette nouvelle audace, et comment c'est là-bas, par capillarité, qu'il y a quelque chose qui va commencer aussi à se transformer par ce qu'elles ont fait à cet endroit. Donc voilà, je suis très, très émue chaque fois que je les vois parce que c'est le sens de notre travail. Oui. Oui, effectivement, on le ressent juste par des images, puis par ce qu'ils font, c'est extrêmement touchant. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton travail. On va aller maintenant du côté de Caroline. Caroline, je t'inviterai à parler de ton travail. Donc, je vais parler pendant que les images vont défiler à l'écran. Moi aussi, je vous remets un petit peu en contexte. Donc, je suis une artiste visuelle. Moi aussi, je travaille à partir d'une position féministe et cette position féministe-là, elle informe tout ce que je fais. J'aime dire que je travaille toujours en dialogue avec des lieux, des communautés, des gens, des fois des collections, des fois des choses, mais avec beaucoup de gens. Puis j'essaie, par le travail, de révéler des cohabitations qui auraient été improbables. Donc, je propose une transformation qui est à la fois poétique et politique de ce que j'appelle un espace partagé. Donc, ce qui défile à l'écran, c'est un projet qui s'appelle CLAC, repolitiser le son de soi. Ça a eu lieu à Granby en 2016-2017. Donc, c'est un projet de résidence d'artistes au 3e Impérial à Granby, qui est un centre d'artistes, mais le projet a été fait en collaboration avec le Cégep de Granby, avec la Société d'histoire de la Haute-Yamaska, puis en partenariat avec la ville de Granby. Donc, ce projet, ça encourage une réflexion sur des visions d'avenir par un processus de collaboration et de création intergénérationnelle. Le titre, CLAC, Comité local d'action citoyenne, ça fait référence à une archive sur l'histoire de Granby qui relate l'expérience du CLAF, le Comité local d'action féminine, qui était formé en 1975 à Granby suite à l'Année internationale des femmes. Donc, le projet réunit 2 générations autour de la conversation vraiment sur différentes questions d'ordre communautaire, social et politique. Pourquoi, comment et où se rassembler dans l'espace public aujourd'hui? Autour de quelles problématiques? Comment former, assembler, entretenir et nourrir une communauté? Comment évolue-t-elle dans le temps? Comment réenchanter le monde? Quoi et comment faire pour la suite des choses? Comment redémocratiser la société? Puis peut-on, par la création, repolitiser le son de soi? Donc, les principales étapes de projet, c'était de faire se rencontrer les membres de la Société d'histoire de la Haute-Yamaska, qui sont des adultes, des retraités, des personnes âgées qui s'intéressent à l'histoire de leur ville, de leur famille, de la région. Donc, de les rencontrer pour en connaître un petit peu plus sur l'histoire de cette région-là, où moi, je n'habite pas. Et de les mettre en relation avec des étudiants du Cégep de Granby, pour qui j'ai préparé des protocoles de recherche pour les envoyer faire de la recherche à la Société d'histoire, en leur demandant à la fois de faire une recherche historique sur certaines thématiques, mais d'inventer aussi des transformations pour le futur. Et en fait, de faire rencontrer ces 2 groupes-là pour qu'ils puissent, les plus vieux, raconter l'histoire de la ville, de la région aux plus jeunes, puis les plus jeunes pour parler de la recherche qu'ils sont en train de faire et aussi de commencer à lancer des pistes sur les idées qu'on leur demandait d'imaginer pour le futur de leur ville. Donc, il y a eu toutes sortes de rencontres. Il y a eu une présentation Kechakucha des projets des étudiants. Les étudiants ont, par exemple, décidé qu'il fallait une université à Granby pour garder tous les jeunes dans la région. Il y a un groupe qui ont inventé une fontaine de lait en plein centre de la ville pour offrir le lait gratuitement d'une part, mais aussi pour servir de point de rencontre pour les citoyens.
Il y a une autre équipe qui a inventé des systèmes de mini-ruches à disséminer partout dans la ville pour empêcher l'extinction des abeilles. Une autre équipe s'est penchée sur la réactivation des festivals de rue. Bref, il y a eu toutes sortes d'idées vraiment, vraiment géniales. Et c'était vraiment, ce qu'on voulait faire, c'était d'imaginer une action collective ensemble avec toutes ces idées des membres de la Société d'histoire et des étudiants du cégep. Alors, on a rêvé d'une maison commune, sans mur, où tout le monde serait le bienvenu, la bienvenue. Et on a poussé notre audace jusqu'à imaginer que cette maison-là prendrait place en pleine rue principale. Donc, avec la complicité de la ville, on a réussi à fermer un tronçon de la rue principale pour quelques heures et on a aménagé l'espace. Donc, il y avait du linoléum sur la rue, des tapis pour servir de plancher, des objets, des banderoles pour délimiter l'espace, un goûter qui a été servi pour les passants, les invités. Puis, tous les objets, en fait, ont été fabriqués par moi, mais en tenant compte de toutes les idées des étudiants, de l'importance de certains sujets qui a été soulevé par les membres de la Société d'histoire. Et pour vous nommer juste un exemple, il y a ce monsieur-là qui était assis sur un divan. Le divan était installé en plein milieu de la rue principale, avec une belle vue sur le bas de la ville. Et il a passé l'après-midi à raconter l'histoire de cette rue aux gens qui étaient présents. C'était assez formidable de le voir confortablement assis en plein milieu de la rue pour faire ça durant un après-midi. Puis là, les citoyens, les humains étaient au centre et les voitures devaient nous contourner. C'était magnifique. C'est très touchant. En tout cas, c'est vraiment c'est très concret de l'art qui transforme là, son milieu. Donc, voilà. Maintenant, on va aller du côté de Marco. Marco, pardon. J'aimerais t'entendre sur ton expérience d'intervention artistique. Avec plaisir, merci. Merci. Puis, tandis que je me lance, je vais demander à tout le monde de se lever. Alors, vous êtes chanceux parce qu'il y a comme 120 personnes aujourd'hui, puis il y en a environ 110 qui n'ont même pas de caméra. Fait que vous pouvez le faire sans même avoir peur d'avoir l'air fou ou folle. Donc, on va se lever tout le monde, s'il vous plaît. Dans le fond, mon travail, vous vous en doutez, hein, ça passe par le corps, ça passe par le mouvement. J'ai la chance en ce moment de pouvoir avoir des gens qui sont autour de moi et qui défendent un peu le travail que je fais parce que souvent, quand je débarque auprès d'un nouveau partenaire, une nouvelle organisation, on me voit comme un collectionneur d'histoire. On me voit comme quelqu'un qui fétichise un peu l'histoire personnelle des gens parce que je fais travailler beaucoup les gens sur la mémoire, sur leur histoire personnelle, puis sur les projections de leur futur. Parce que j'ai l'impression que dans le corps, puis je ne suis pas le seul à le penser, là, je m'inspire de plein d'autres gens qui viennent avant moi, mais où l'histoire vient se déposer en quelque part dans le corps, puis parfois ça nous bloque, parfois ça nous encourage, parfois ça nous apporte quelque chose de plus serein. Et donc, je vais vous parler du dernier projet là, que je viens tout juste de réaliser. C'est un projet, en fait, que j'ai fait avec des femmes, des nouvelles arrivantes. Puis, ces personnes, en fait, sont arrivées au Québec il y a quelques mois, en pleine pandémie, isolées, plus que normalement elles l'auraient été, puisque normalement, on a quand même la possibilité de se rendre dans des lieux d'accueil, dans des classes d'accueil en francisation, etc. Et là, tout se faisait à distance. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que pendant environ 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, avec la Place des Arts, on a fait un atelier qui, normalement, aurait été en présence, mais on l'a fait en ligne. Puis ces personnes-là, en fait, je leur ai demandé de se positionner sur où est-ce qu'elles arrivent maintenant, où est-ce qu'elles en sont. Puis, où est-ce en fait, avec quoi est-ce qu'elles se sont déposées ici et qu'est-ce qu'elles pensent qu'elles peuvent amener avec elles, peu importe où elles iront dans le monde. Donc, qu'elles soient dans le pays qu'ils ont vu naître, qu'elles soient dans un pays où elles ont été en transition ou qu'elles soient au Québec maintenant pour la suite de leur vie, leurs activités ou pour un bout seulement. Et donc, de voir comment est-ce qu'à travers tout ça, on peut faire circuler quelque chose qui a toujours été là et qu'on peut toujours l'activer, peu importe où on est, de sorte qu'on est toujours à la maison finalement, puis qu'on peut toujours se camper.
Et c'est à travers cette petite étincelle-là qu'on est allé travailler ensemble, puis qu'on les a fait travailler en sous-groupe, en grand groupe, qu'on est revenus ensemble et que tranquillement, on a fait des duos, on a fait des solos, puis on a fait des travaux de groupe. Puis avec Zoom, bien, on a la possibilité d'avoir des lignes. Et donc, les femmes pouvaient se passer le bâton, finalement, de danse. Et il y avait comme une espèce de longue vague qui se passait du début à la fin, où on avait des respirations entre le travail de groupe et le travail en solo. Il y a eu de superbes rencontres. Moi, en fait, j'ai transité avec énormément de femmes iraniennes dans ce cours-là. Ils m'ont enseigné littéralement comment faire des fioritures de main. J'avais excessivement mal au poignet à la fin. Mais tout ça pour dire que ces femmes-là ont été capables de voir qu'elles avaient aussi quelque chose, même en mouvement. Moi qui, en théorie, un professionnel de la danse, j'avais quelque chose à apprendre d'elles et vice-versa, finalement. Donc, la plupart de mes projets se passent de cette façon-là, où je me place en posture de co-apprenant et je pose des questions qui m'intéressent sincèrement. Par exemple, toujours avec la Place des Arts, je travaille beaucoup avec des gens qui vivent soit avec qui vivent avec des enjeux de santé mentale ou qui vivent avec une déficience intellectuelle ou avec des handicaps moteurs. Et c'est la même chose. J'arrive et je leur pose des questions et je leur demande de se positionner des fois dans des souvenirs qui sont peut-être moins intéressants et on a toujours peur. On a toujours peur que ça vienne déclencher quelque chose. Ce qu'on oublie, c'est que même avec le corps, du moment où on se met en mouvement, on est en train de déclencher quelque chose. On déclenche un manque de confiance en soi, on déclenche une peur, on déclenche un souvenir, un inconfort. Peu importe ce qu'on est en train de faire, on risque de déclencher quelque chose chez la personne. Donc, du moment où on est en train de se mettre en mouvement tranquillement, puis là, je vais vous demander juste de faire bouger vos mains, juste un peu. Si vous êtes capable de faire bouger jusqu'à vos épaules, allez-y. Puis on va juste faire de petites vagues. Mais du moment où on est en train de faire ça, ça pour moi, là, c'est un mouvement avec lequel je suis tellement confortable, ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui a un problème du tunnel carpien, je suis en train de lui enfoncer une aiguille dans le bras, puis je tire de toutes mes forces. La personne souffre énormément. La personne pour qui elle a eu une mobilité beaucoup plus grande quand elle était plus jeune, ça éveille énormément de nostalgie, puis ça fait mal. On n'est même pas obligé d'aller vers le plus intense. Souvent, on va parler en fait du corps, puis par exemple du corps, puis des agressions sexuelles ou du harcèlement. C'est vrai, souvent, ça va être quelque chose qui peut déclencher ces souvenirs-là. Mais en fait, il ne faut pas invalider toutes les autres petites souffrances que le mouvement peut venir réveiller, puis il faut leur faire la place. Donc, à partir de ce mouvement-là, ici, je vais juste vous demander de trouver un endroit dans votre corps en ce moment qui ressent peut-être un petit peu de tension. Puis je vais vous laisser continuer à faire les mains pendant que vous investiguez un endroit où il y a de la tension dans votre corps. Puis, un autre travail que je fais avec les adolescents, par exemple, bien, avec les adolescents, premièrement, systématiquement, quand je travaille avec eux, je fais mon coming out, comme je suis en train de le faire avec vous. Je suis un homme homosexuel. Et je le fais en parlant d'intimidation. Et je le fais en disant, non pas que j'ai été intimidé et que ça me blesse encore aujourd'hui, mais qu'au contraire, c'est un travail que j'ai dû faire puis que j'ai dû porter des masques. Comment est-ce qu'ensemble, on peut accepter qu'on va retirer nos masques pour l'heure et demie qu'on passera ensemble à chaque semaine, puis on va essayer d'aller au-delà puis travailler là-dessus. Puis, au départ, les adolescents rient, trouvent ça très drôle, sont très malaisés, puis rapidement, parce que je me suis mis en danger, eux se sentent capables de me partager une situation. Mais le truc, c'est que jamais je leur demande quelle est la situation qui les a placés dans une situation où moi, par exemple, je me suis senti intimidé, je me suis senti apeuré. Je vais leur demander de se positionner par rapport à ça et à changer leur réaction s'ils pouvaient revenir en arrière. Puis là, on va revenir à votre état de tension en ce moment. Donc, la tension qui est dans votre corps, je vais juste vous demander de l'identifier puis de penser à un mouvement qui pourrait lui apporter un peu de souplesse. Puis ça doit être en mouvement. Vous ne le voyez pas, là? Moi, c'est mon voyons, mon mollet. Il manquait le mot. Donc, je vais vous montrer mon mollet pendant que je parle. Hein, ça va faire concept où je vais me reculer. Mais donc, une fois qu'on commence à faire ça, on ne parle plus nécessairement, en fait, de leur expérience. On parle de leur réaction à l'expérience. On parle de leur compréhension. On parle de ce qu'ils auraient voulu changer, de comment ils sont, de qu'est-ce que ça révèle d'eux. Puis au final, ils se réapproprient énormément cette situation-là. Vous pouvez déposer, vous pouvez arrêter. On va venir s'asseoir. Mais au final, ce qu'on fait, c'est une session d'empowerment. On passe à travers mon processus de création, mais pour qu'au final, eux, elles, puissent trouver des réponses avec des chemins, avec des façons, avec des outils qu'ils n'auraient pas nécessairement utilisés auparavant. Cette prise de risque devant leur père aussi est très importante.
il y a évidemment un spectacle à la fin ou une représentation, mais cette représentation-là, elle est accessoire à tout le reste. Donc, ce qu'il faut vraiment penser, c'est cette espèce de processus-là et comment ça change et ne pas oublier que la plupart des questions qu'on pose quand on fait ce genre de processus-là, pour moi, premièrement, elles doivent être, comme je vous disais, intéressantes pour vous. Vous devez vouloir entendre les réponses, mais aussi, c'est souvent la première fois que quelqu'un sera posé cette question-là puis attendra une réelle réponse. Complètement. Hey, merci, Marc. Vraiment, déjà, je ne sais pas si pour vous, à la maison, ça a changé quelque chose, mais on dirait que pour moi, ça a quand même éveillé certaines choses. Fait que merci de nous faire prendre conscience de nos émotions par le corps. Merci. J'ai envie de vous emmener tout à fait, là, complètement sur une autre piste de réflexion. On va parler d'innovation sociale, mais qui se rapporte plus à nos systèmes de relations, que ce soit dans les institutions, nos familles, les quartiers, l'environnement. J'aimerais savoir comment les artistes, selon vous, peuvent créer des ponts avec d'autres milieux. Comment ils peuvent s'élever au-delà du rôle du divertissement unique que souvent on leur attribue. Donc, voilà. Peut-être aller voir du côté de Lisette. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Es-tu toujours avec nous, Lisette? Oui, je suis là. Les ponts, moi je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans notre ADN, enfin en tout cas moi de là où je travaille, c'est dans notre ADN. J'ai l'impression, j'imagine des grands cercles, des grandes imbrications et pour moi c'est dans une pratique naturelle, c'est-à-dire de pouvoir faire des ponts avec des endroits très différents. En fait, nous, si vous voulez, cette langue de feu qui est la poésie sociale, on peut la disséminer partout. On peut créer, moi je peux aller travailler dans une entreprise, mais il y a quand même dans cette entreprise des travailleurs, des travailleuses qui, voilà, il y a le donneur d'ordre, mais il y a les personnes qui sont les personnes là. À l'école, c'est pas les mêmes personnes. Dans le tissu associatif, c'est pas les mêmes personnes. Et pour moi, il y a en face de moi, ce sont des personnes. Et je pense que c'est ça, pour moi, l'espèce de fil, voilà. Et c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, peu importe l'endroit, moi, peu importe les collaborations, c'est qu'est-ce que je veux faire avec cette langue de feu. C'est-à-dire d'entrer dans une forme de dialogue qui est très particulière, qui est la langue de poésie, qui est la métaphore, qui est une image qui syncrétique, qui va chercher une langue. Je pense par exemple aux personnes qui apprennent le français ou qui sont forts dans un français utilitaire. Oui, il faut aller chez le pharmacien, il faut aller chez le médecin, il faut aller faire les courses, il faut apprendre les chiffres, etc. Mais il y a une autre langue, pour moi, elle est comme en parallèle. Et quand on va dans un milieu très normé, très normatif, ça bouscule tout autant. Si on travaille avec des gens qui ont le code entreprise, le langage entreprise, ils vont être très bousculés. Si on va, en fait, c'est cette langue qui bouscule et avoir cette volonté, se mettre en mission qu'elle percole à tous les endroits. Et Caroline, j'ai envie de t'entendre au niveau des réseaux d'entraide. Je pense que toi, ça passe beaucoup par la solidarité dans ton milieu. Donc, comment ça se traduit pour toi? Oui, dans mon milieu, moi, j'anime depuis quelques années, depuis 2015, un groupe qui s'appelle le groupe de discussion sur la pratique. C'est un grand bonheur dans ma vie, cette chose-là. Ça regroupe des artistes de générations différentes, de pratiques très, très différentes. On reste dans les arts visuels, mais bon, on a eu du slam, de la poésie. Je veux dire, c'est quand même large, des artistes, des commissaires. Puis l'idée, c'est de se rencontrer 2 fois par mois, puis de parler de l'intimité de la pratique. Puis à travers ça, on se soutient, on s'écoute, on partage ce qu'on ne partage pas habituellement, parce que là, on partage le processus. Un projet sur lequel on travaille, ça va bien, ça va moins bien, il y a des embûches, comment on fait? En fait, c'est l'intelligence collective. Hein? On est plus intelligent à rassembler nos ressources, puis à s'écouter, à s'outiller ensemble. Donc, dans le groupe, il y a des projets qui vont grandir sur une période de 3 mois. Il y en a qui vont préparer des textes pour des demandes de bourse, pour des demandes de projets. Donc ça, c'est vraiment un projet qui me tient très, très, très à cœur. Mais sinon, moi, comme artiste, j'ai beaucoup
j'aime ça aller explorer des milieux que je connais pas. Et dans Donc, le ça peut groupe, être... excuse-moi, Oui. dans le groupe que tu as fondé ou auquel tu participes, est-ce qu'il y a souvent il y a des collaborations entre les différents artistes? Est-ce que des fois des artistes qui n'auraient pas collaboré ensemble se retrouvent à faire un projet commun, par exemple? Oui, c'est un tout petit milieu, hein, le milieu des arts visuels, donc les Ouais. gens se connaissent, mais pas nécessairement. Des fois, ben, c'est la question d'une génération, 10 ans de plus ou de moins, puis les gens ne se connaissent pas, se rencontrent. C'est pas vraiment des collaborations pour inventer des projets en commun. Quoique ça peut se passer, là, c'est sûr. Les gens se rencontrent puis découvrent ils et elles ont des affinités ensemble. Mais c'est vraiment de prendre le temps de s'écouter, de se soutenir dans le respect des différences, puis de s'accompagner là, dans un processus de projet. Et Marco, de ton côté, je sais que tu as créé un réseau aussi là, de solidarité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Puis aussi, j'aimerais t'entendre sur l'artiste au-delà du rôle de divertissement. Ben oui, en fait, toute petite parenthèse là, sur ce groupe-là, en fait, que le groupe qui a été créé sur Facebook au tout début de la pandémie, où c'est en fait des artistes qui aident des artistes. Hein. On se rend compte qu'on a beaucoup plus de compétences à partager les uns avec les autres, les unes avec les autres, qu'on le croit. Puis, je pense que tout ça a été mis à plat par la pandémie. Puis, je salue toutes les personnes qui maintenant dirigent l'administration parce que maintenant, je ne le gère plus. Mais au tout départ, ça a été une vague très rapide qui s'est mobilisée en fait pour se soutenir. Et tout le monde a été au rendez-vous. D'ailleurs, beaucoup d'institutions aussi ont joint le groupe, puis grâce à ça, ça a pu augmenter la qualité des informations qu'on partageait aussi sur le groupe. Mais autrement, il y a un autre regroupement duquel je fais partie qui est basé à Salzbourg. Donc, je suis un fellow en fait de cette organisation-là. On est environ une vingtaine au Canada maintenant à en faire partie. C'est un tout nouveau programme pour le Canada, mais dans le monde, en fait, c'est un programme qui existe presque depuis la Deuxième Guerre mondiale. On est plusieurs milliers de personnes qui en faisons partie. Puis, l'objectif de ça, c'est de reconstruire l'imaginaire des gens, en fait. De reconstruire dans la tête des gens, là, je parle post-Deuxième Guerre mondiale, mais c'est toujours d'actualité selon moi, mais de construire un monde meilleur, mais en utilisant l'imaginaire des gens, puis en réactivant la créativité personnelle des individus. Donc ce n'est pas seulement des gens du milieu artistique, c'est des gens de tout horizon qui sont dans ce groupe-là. En fait, dans les fellows on appelle ça le Salzbourg Global Seminar, c'est des gens de tout azimut. Il y a des élus, il y a des présidents, des anciens présidents de pays, mais dans le groupe Young Cultural Innovators, duquel je fais partie, plus c'est Young, mais bon, on y va avec l'appellation officielle. Mais officiellement, on est que des artistes ou des gestionnaires ou des travailleurs culturels. Et justement, ce rassemblement-là, ce qui est super intéressant, c'est que les gens qui font partie du Young Cultural Innovator, YCI, sont en fait, pré-autorisés ou pré-vétés sur la base de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli, mais tout ce qui vient ensuite est évalué sur la base de qui nous sommes. Donc, on a accès, par exemple, à des sommes, on a accès à des bourses de déplacement, on a accès à des réseaux puis à des outils, mais pas sur la base des projets qu'on souhaite soumettre, seulement sur la base du fait que maintenant, nous sommes fellows, donc ils ont confiance en qui nous sommes. Ce qui est très contradictoire ou contraire, en fait, avec tous les autres modèles de financement au niveau des arts, où on est financé sur la base d'un projet, et non pas sur la base de qui nous sommes, de ce que nous avons accompli, ce qui laisse peu de place justement à l'innovation. Parce qu'on le sait, en tant qu'artiste, quand on travaille en changement social ou en innovation sociale, on ne sait pas nécessairement ce qu'on va créer comme changement. Donc, de le prévoir dans une prémisse de projet de travail, c'est pratiquement impossible. Ça nous demande de presque arriver avec une vision qui, selon moi, est très colonialiste, puis de dire, mais voici qu'est-ce que ce groupe a besoin, voici comment je vais faire pour l'actualiser, et voici quels seront les impacts que cette communauté-là auront. Donc, il n'y a pas de forme. On laisse de côté la forme d'autodétermination, on laisse de côté la forme d'auto-prise de pouvoir, de prise en charge, puis d'autocapacitation, puis on ne se voit plus comme étant un partenaire de réalisation. On se voit comme le mentor ou la mentor qui guidera le groupe vers son avènement heureux. Et ça, pour moi, c'est très contradictoire avec ma pratique et de toutes les valeurs en innovation sociale. Et comment on fait justement comment on crée des conditions favorables pour que ces transformations-là sociales dont on parle depuis tantôt deviennent possibles? Caroline. Moi, je commencerais à
je retournerai à la base. Moi, je dirais que comme société, on a besoin d'accorder une importance plus grande à la culture en général. Donc, dès l'école, Marco l'a nommé tout à l'heure, il faut qu'on soit outillé dès le plus jeune âge à comprendre la culture, à en faire l'expérience, à pouvoir comprendre même des choses qu'on n'aime pas, des choses qui nous rebutent, d'avoir des outils pour aborder ces œuvres-là qui nous dérangent, puis qui proposent des visions du monde peut-être qui nous déstabilisent, mais si on a des outils pour aborder ces œuvres, là, moi c'est ça, je partirais vraiment, donc il y a ça, c'est peut-être utopique, là, mais je nommerais ça. Ben, on en a parlé d'ailleurs pendant notre rencontre préparatoire, comment justement, dès le tout jeune âge, aller intéresser les gens ou les conscientiser à une culture. Et justement, ça passe un peu par les pouvoirs décisionnels. Comment on fait, je reviens à sortir de son milieu, comment on fait pour sensibiliser peut-être la classe politique ou ceux qui sont en position de décider. Oui, mais c'est ça, moi je me dis, j'essaie de voir mon engagement puis mon travail à différentes échelles. Il y a une échelle vraiment intime. Est-ce que moi, je suis bien où je suis en ce moment? Il y a l'échelle familiale, il y a l'échelle professionnelle, il y a l'échelle sociale, publique. Donc, toutes ces échelles-là sont importantes à nourrir. Puis, en tout cas, moi, je vois une responsabilité aussi. Là, je parle d'enseignement, mais moi, quand je me retrouve dans une position où je peux enseigner quelque chose, j'aime plutôt dire partager quelque chose, ben, je ne vais pas renforcer des stéréotypes des arts, de mettre l'emphase sur le bel objet final, la belle œuvre finale, mais là, je vais vraiment plutôt enseigner l'expérimentation, la prise de risque, l'importance d'un processus, de la pratique sur la durée. Donc, oui, je réponds à ta question par la bande. Mais, oui, non, mais je comprends où tu t'en vas. Oui, c'est large. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Merci, Caroline. Lisette, de votre côté, comment vous pensez qu'on peut réunir des conditions favorables pour que les transformations deviennent possibles? Moi, j'utilise le mot responsabilité. J'aime bien les échelles de Caroline aussi, hein. Vraiment les responsabilités. Je salue les artistes qui font de l'entrisme, qui vont dans des lieux. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, mais un peu maladroitement. Je vais réunir mes deux réponses. Les artistes qui font de l'entrisme et qui vont dans des lieux où les artistes n'ont pas spécialement envie d'aller. Et pourtant, il y a des leviers à activer là-bas. Il faut être dans des lieux décisionnels. Il faut il faut aussi aller dans ces lieux-là. Donc, je salue les artistes. Nous, on a ce projet avec Elslam qui travaille sur la facturation, donc reparler argent et coacher les gens aussi pour rappeler que c'est un travail, que c'est un métier et qu'une manière de se faire respecter dans sa force de travail, c'est de la valoriser financièrement. Et donc, il faut aller travailler certains stéréotypes qui ne sont pas évidents pour les artistes aussi. J'ai noté aussi la responsabilité du politique qui nous met dans des injonctions paradoxales, à savoir que d'un côté, nous en Belgique, même si on a cette protection de l'intermittence, ce statut d'artiste, on reste des demandeurs et des demandeuses d'emploi. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, si les mesures politiques ne sont pas prises pour faire de nous des travailleurs et des travailleuses dans l'imaginaire du grand public, c'est-à-dire en nous maintenant dans un statut de demandeur, on nous demande deux choses, ça nous écartèle. Donc, je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas un travail politique, une volonté de donner un véritable statut et qu'on apparaisse comme des travailleurs et des travailleuses, ce qu'on est effectivement, voilà, ça nous met dans un drôle d'endroit. Donc, il y a ça, il y a vraiment cette responsabilité sur les stéréotypes. Et puis, j'ai noté enfin vraiment la question de la santé, et ça, c'est à titre individuel et collectif aussi, avec la sororité politique, par exemple. C'est de comment, en fait, on ne peut pas être un artiste, un artiviste, une militante, si on ne s'occupe pas de sa santé, de son corps. Marco nous l'a dit tout à l'heure, on n'est pas que dans les idées, dans les pensées, dans le processus, etc. C'est qu'on ne peut pas lutter, en fait, si on n'est pas en bonne santé. Et la précarité attaque le corps de manière vertigineuse. Donc, il faut poser les questions de santé, poser les questions d'argent dans des lieux collectivement, comme le projet de Caroline aussi, se réunir entre artistes et mettre ça sur la table. Vraiment, c'est toutes des questions à des endroits de responsabilité individuelle et collective.
Il y a quand même une perception sociale lourde à défaire là, au niveau, justement, comme tu dis, demandeurs d'emploi. Pour vous, en Europe, il y a une espèce de chômage d'artistes qui est l'intermittence du spectacle, ce qu'on n'a pas ici au Canada. Marco, pardon, je ne sais pas pourquoi je t'appelle toujours Marc, je m'excuse, donc Marco, pardon. Comment, pour toi, là, ça serait quoi les conditions favorables pour que les transformations deviennent possibles? C'est d'une autre vie, Marilyn. C'est juste pour ça. Ça fait juste trop longtemps qu'on se connaît. Qu'on se connaît, c'est ça, hein? Oui. C'est pas grave. En fait, pour faire du pouce sur la précarisation puis la précarité des artistes, Oui, en fait, je crois que ce que le groupe Facebook, justement, nous a révélé, en fait, c'est qu'une fois que les artistes ont encore de l'espace, puis ont des ressources, puis ont une base d'assurée, il y a autre chose qui peut se passer. Et on demande beaucoup aux artistes, puis ça, comme Lisette, je suis tout à fait d'accord avec ça, il faut que les artistes soient présents dans les lieux de pouvoir. Il faut qu'on puisse être représentés, et pas seulement que représentés, on doit être entendu, écouté. Au-delà de tout ça, au Québec, puis au Canada, ce qui se passe, c'est qu'on nous demande de le faire. Des fois, on nous fait la place, mais on nous fait la place sans nous rémunérer, tandis que tout le monde autour de la table l'est. On nous demande d'y être sans avoir de levier actif ou de ressources à mobiliser pour pouvoir aller de l'avant pour écrire des mémoires, avoir des équipes qui viennent présenter les mémoires, avoir des gens qui font les recherches pour écrire les mémoires, etc., etc. Et tout ça, ce sont des ressources qui tombent de nos poches. Par contre, ce qui est arrivé pendant la pandémie, c'est qu'on a eu énormément de groupes qui se sont mis ensemble. Il y a plein d'artistes qui sont chercheurs, qui ont des doctorats en économie. On n'est pas que des artistes qui ont une vie justement dans un sens ou dans un autre. Hein. Il y a des artistes de plus en plus maintenant ont été capables de créer des ponts entre leurs fourches dans la vie. Donc, je crois que ça a été hyper intéressant de voir des gens qui ont travaillé sur le statut de l'artiste, des gens qui ont travaillé sur le revenu de base pour les citoyens, citoyennes en général, pas que pour les artistes. Donc, il y a nécessairement quelque chose qui émerge quand on met des artistes ensemble parce qu'il y a des façons de penser, il y a des chemins neurologiques qui sont différents, qui se mettent en action lorsqu'on commence à créer du lien, lorsqu'on cherche à créer une sustenance, une richesse sociale commune, globale. Puis selon moi, si on est capable de soutenir les artistes dans ce sens-là, on sera capable d'aller au-delà de tout ça. Mais en effet, ça passe par l'éducation à l'école, ça passe par l'éducation de nos élus, ça passe par créer de la place pour des artistes sur des tables rémunérées, ça passe par tellement, tellement de choses. Selon moi, le travail est à faire. Je pense qu'on a eu pendant 1 an des cas de figure qui n'étaient pas idéaux, mais on a eu de belles îles de possibilités. Puis je suis un petit peu comme Lisette aussi. J'ai choisi de voir qu'il y avait, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, il y a eu des désastres, mais il y a eu quand même de belles choses qui sont quand même émergées de la pandémie. Sans vouloir cracher un peu là, sur la peine, que certaines personnes ont peut-être ressenti, mais il y a quand même des choses il y a des fleurs qui ont fini par émerger un peu de tout ça. Puis là, ça sera de voir comment on va faire. Est-ce qu'on va les cueillir? Est-ce qu'on va les entretenir ou on va les laisser se dessécher? Puis je pense que c'est collectivement qu'on peut choisir, mais c'est pas qu'aux artistes à tirer la couverte. Parce que là, comment on fait pour comment on fait pour intéresser les gens de pouvoir, justement, pour qu'on arrête de se faire prendre pour des gens à part, ou comment on fait pour les amener vers nous, les gens décideurs? Bien, je pense que les Conseils des arts ont déposé, les Conseils des arts du Canada, en fait, régionaux, là, comme le Conseil des arts de Montréal, qui est présent dans la salle, et je les salue, eux ont déposé un mémoire, justement, pour avoir un revenu de base pour les artistes. Et ça, je crois que d'assurer la base, en fait, de la survie des artistes permet ensuite de les rendre visibles et accessibles ailleurs. Parce que pour le moment, c'est du temps emprunté à nous, c'est du temps emprunté à nos familles, à notre santé, à notre pratique artistique. Qui d'entre nous avons déjà dû mettre notre carrière artistique un peu de côté ou en dormance pour pouvoir être plus actifs du niveau social ou au niveau politique? Il y en a plein qui ont dû le faire. Ou gestionnaire, oui. On devient gestionnaire par la force des choses parce qu'il manque d'argent et de ressources. Fait qu'on a comme plein de métiers connexes. Là, exact. Ben oui, tu es bien placé pour en parler. Voilà. Donc, tu sais, il y a tout ça finalement qui pour moi est hyper prenant, hyper intéressant. Puis tant il y a aussi longtemps qu'on ne verra pas la vie. En fait, il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat mériter parce qu'on est, mais je pense que c'est un peu ça. Il faut reconnaître que les artistes n'ont pas à mériter leur place. Ils ont choisi ce segment-là. Ils ont une contribution à faire. Et tant il y a aussi longtemps qu'on ne sera pas capable de la voir, puis je pense qu'il y aura quelqu'un qui devra prendre un risque politique éventuellement, puis nous entendre et nous reconnaître, et nous donner ce statut, et nous donner ce qui va avec un statut. Puis après, on pourra nous demander de faire de l'entertainment à la prochaine pandémie. On le fera avec plaisir, mais ce sera sur une base équitable.
Ceci dit, on ne souhaite pas une deuxième pandémie, s'il vous plaît. Non, 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 non. Non, 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 je l'ai rien lancé en l'air. Donc, vous êtes tous les trois des artistes très engagés dans vos milieux sur des sujets qui souvent divisent, polarisent la société. Comment vous trouvez ça à l'ère des réseaux sociaux, être des artistes engagés? Tout le monde a une opinion sur tout. Est-ce que ça vous freine parfois dans votre démarche artistique? Lisette, je ne sais pas si vous pouvez vous exprimer sur ça. Oui, moi, en tout cas, pour le moment, je suis un peu en observatrice. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a tellement un écran de fumée, il y a eu une grande secousse, quoi. Donc, on ne va pas faire comme si, malgré le fait qu'on a notre pratique artistique nous permet de digérer les choses d'une certaine manière. Moi, j'ai besoin de temps là pour voir comment ma parole poétique peut être encore juste. Comment je peux être encore légitime à prendre la parole alors que je suis plus ou moins passée entre les gouttes. Donc, je suis un peu en attente. Ce que j'ai constaté, c'est que le fait qu'on ne soit plus en présence, les yeux dans les yeux, avec ces énergies et ce non-verbal, mais proche avec cette présence, peut-être que les paroles sont plus tranchantes, c'est comme si on ne s'adressait pas à des personnes. Et moi, pour le moment, je suis un peu en retrait. Voilà, je suis en recherche. Autant j'ai cette énergie en moi féministe, cette énergie de droite, cette pugnacité, le fait d'être intraitable par rapport à certaines violations des droits. Autant je suis en recherche pour le moment aussi de comment on se rassemble, comment on peut encore dialoguer alors qu'on n'est pas du même avis. Mais ce n'est pas qu'on est... vous voyez, entre deux féministes qui ne s'entendent pas, c'est pas entre comme moi et quelqu'un d'extrême droite qui ne me considère pas comme une humaine. Je veux rester dans ce dialogue, dans cette tranche du milieu. J'ai l'impression que les réseaux, pour le moment, c'est compliqué. Et donc, moi, ce que je sens, c'est que je suis aussi un peu en retrait parce que plus on a une visibilité sur le travail, à partir du moment où on se dit artiviste, femme racisée, voilà, défendant un féminisme intersectionnel, on nous appelle des fois à des endroits, on doit chaque fois réfléchir, est-ce qu'on nous appelle parce qu'on a du talent ou parce qu'on doit faire nombre, parce qu'on a besoin de personnes racisées dans le panel, on a besoin de femmes dans le panel. Ça, c'est compliqué. Donc, j'ai l'impression que d'avoir une pratique artistique, je vais dire simple, par rapport à une pratique artiviste où il y a cette question politique qui rentre et qui est là sous-jacente ou entre les lignes, ça complexifie et il faut prendre soin de soi pour que les questionnements ne viennent pas trop saper en fait l'alignement qu'on peut avoir. Mettre pas trop de doutes sur la table, il faut quand même... c'est un travail quotidien, ouais, vraiment. Ça peut provoquer une charge mentale importante, d'être à la fois dans la militance, d'être à la fois dans la création artistique avec tout ce qu'on s'est dit sur la précarité des artistes, la question de la maternité, etc. Voilà. Et Caroline, vous, est-ce que ça vous freine d'être une artiste engagée? Est-ce que vous avez peur d'appeler à diverses polarisations? Moi, je ne me considère pas comme une militante. Artiste engagée, oui. Comme j'ai parlé de mes échelles d'engagement tout à l'heure, là, oui, à différents moments. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux depuis des années, par choix, parce que ce n'était pas bon pour ma santé, ni physique ni mentale. Quand j'ai quelque chose à dire, je l'exprime autrement, par des blogs qui sont dédiés à des projets. On m'invite pour donner des conférences ou participer à une table ronde. Donc, je vais le faire de cette façon-là pour qu'il y ait un dialogue. Moi, de façon très personnelle, j'ai connu peu de dialogue sur les réseaux sociaux. Puis là, j'y suis plus, puis ça me va. Donc, j'essaie de trouver des façons qui me ressemblent de faire avancer des idées, de proposer des pistes, mais vraiment à l'extérieur des réseaux sociaux. Puis, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça te bloque d'une partie de ton public, peut-être, de ne pas être sur les réseaux sociaux, justement? Bien, c'est sûr que si j'étais une jeune artiste, j'aurais peut-être j'aurais pris d'autres décisions. J'ai 25 ans de pratique artistique, donc j'habite la ville où je travaille. Donc, c'est sûr que j'ai des réseaux qui peuvent passer par d'autres... c'est ça, je passe par d'autres moyens. Mais c'est sûr, si j'étais une jeune artiste avec moins de visibilité, peut-être que assurément, je prendrais des décisions qui sont différentes. Mais c'est ça, pour être engagée dans ma pratique, j'ai besoin de temps.
Puis le temps aussi que je consacre à ma santé, à la santé de ma famille élargie. Tout ça, pour moi, c'est une question d'équilibre. Donc, comment, pour être une bonne citoyenne, j'ai besoin d'être une bonne artiste. Pour être une bonne artiste, j'ai besoin de passer du temps de réflexion et de création à l'atelier. Donc, j'essaie de voir comment tout ça peut cohabiter dans un équilibre qui est toujours compliqué à atteindre, mais bon. Mais donc, tu n'as pas peur du jugement plus qu'il faut là, par rapport à ton engagement ou tes démarches? Ben, le jugement, je veux dire, vu que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne reçois pas des messages méchants, haineux. Oui, les messages que je reçois ou les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ça va s'exprimer autrement par courriel ou il faut rédiger, il faut l'envoyer en personne où on se regarde. Donc déjà, quand on partage un espace, on se regarde, on s'ajuste. Voilà. Et Marco, de ton côté, est-ce qu'il y a un frein, par exemple, quand tu fais des demandes de subvention? Est-ce que tu penses à ce que ton engagement pourra susciter comme jugement, que ce soit là, par tes pairs ou encore une fois là, sur les réseaux sociaux? Mais en fait, mon engagement est définitivement dans le chemin, dans le sens où j'ai énormément de difficultés à faire subventionner des projets. Donc, des subventions en tant que telles de création avec des citoyens et citoyennes, c'est très difficile. Donc, tout ça passe par des partenariats atypiques pour pouvoir faire se réaliser ces projets-là. Maintenant, j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir travailler avec, comme je dis, avec des gens qui y croient. Donc, j'ai déjà travaillé. Bon, voilà, c'est finalement parti. J'ai déjà travaillé avec l'Esplanade. Je pense que je vais abandonner mon écouteur parce qu'il est parti sous ma bibliothèque. Quand même très bien. Parfait. Donc, mais oui, tu t'es trouvé des alliés. Exact, qui viennent en fait se placer comme des partenaires de réalisation de projets. Puis j'ai déjà refusé aussi des subventions et des dons aussi. Parce que, en fait, la politique, c'est une question de valeurs aussi. Et pour moi, j'ai des valeurs qui sont très importantes, notamment de non-violence. Mais quand on offre, par exemple, une subvention alliée avec un don de plusieurs dizaines de milliers de dollars et qu'on nous demande d'utiliser de l'équipement de jeux vidéo de guerre, ben, puis que je travaille avec des personnes en situation d'itinérance, je me dis peut-être que c'est pas le bon projet en ce moment. Donc, il y a aussi cette notion de sensibilité, de ne pas tout prendre, d'accepter aussi de faire des compromis parfois, mais des fois, le compromis passe par ne pas faire le projet aussi ou d'attendre le bon partenaire de réalisation. Parce que ça dénaturait ce que tu voulais faire. Absolument. Ben, ça dénature, ça enlève la possibilité de dialogue aussi. On entre dans quelque chose qui est beaucoup trop, je veux dire violent parce que je n'ai pas d'autres mots, mais quelque chose qui vient complètement tuer le dialogue, tuer la rencontre en tant que telle, sans mauvais jeu de mots, en fait. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important. Mais j'ai la chance aussi d'avoir, dans l'un de mes chapeaux, celui de rédacteur de politique publique aussi, parce que j'ai toute une vie en politique aussi qui a été en parallèle des arts et j'ai rédigé plusieurs... de rédiger des discours ou... Non, en fait, j'ai travaillé avec beaucoup de gouvernements, divers paliers de gouvernement pour rédiger des politiques culturelles, des politiques publiques en culture, en développement social aussi. Donc, ce que ça me donne comme opportunité, c'est de pouvoir aussi créer l'espace pour ces projets-là. Donc, de travailler avec une ville qui va tranquillement se questionner puis se dire comment on peut revoir le statut de l'artiste sans réouvrir tout le débat national, mais de se dire à notre échelle, qu'est-ce que ça veut dire que d'être un artiste professionnel et qui on souhaitera soutenir. En région, la définition d'un artiste professionnel, elle est complètement différente. Mais encore jusqu'à maintenant, impossible d'avoir une autre définition quand on est en région et on travaille avec un ministère. Donc, comment est-ce que les sphères locales politiques peuvent changer la donne, peuvent agir, peuvent se déployer un petit cercle de pouvoir pour pouvoir soutenir ce changement social et ce changement artistique qui va main dans la main, selon moi. Donc, pour moi, ça, c'est définitivement un plus. Et après, c'est ça, c'est que l'institution publique va pas assez vite, l'institution privée avance beaucoup plus rapidement et je pense qu'on le voit beaucoup plus dans l'économie sociale et c'est pour ça que les projets de création sont, dans mon cas, sont beaucoup plus à la maison lorsque je travaille avec des gens qui sont immergés dans leur milieu et qui souhaitent être partie prenante sur le long terme. On parle de quelque chose de périn. On ne parle pas seulement de donner non plus de l'argent pour une fois et de dire bonne chance pour la suite de votre projet.
on parle plutôt de quelqu'un ou d'une organisation qui souhaite développer des liens de proximité avec cette organisation-là ou ces publics-là pour pouvoir, sur le long terme, bâtir quelque chose. Une forme de co-création, mais qui n'est pas nécessairement dans l'artistique, mais qui est dans une nouvelle réalité puis dans une nouvelle forme de hiérarchie politique, sociale aussi. Avec les nouveaux enjeux sociaux dont on est mis un peu plus au fait, là, le mouvement MeToo, réalité autochtone et tout ça, est-ce que c'est des enjeux que dans vos projets, vous considérez intégrer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous aide quand vous intégrez ces enjeux-là de la société, que ce soit encore au niveau des demandes de subventions ou de l'intérêt que ça va générer? Peut-être, Caroline, est-ce que tu pourrais t'exprimer sur le sujet? Je comprends mal ta question, excuse-moi, pourrais-tu répéter? Oui, il y a beaucoup de mouvements, tu sais, ces temps-ci, que ce soit le MeToo, Black Lives Matter, réalité autochtone et tout ça. Est-ce que c'est possible d'intégrer ces enjeux-là de la société dans vos pratiques? Puis si oui, comment vous le faites? Est-ce que vous bénéficiez de différents programmes si vous le faites? Est-ce qu'il y a une sorte de discrimination positive ou négative face à ces enjeux-là? Moi, je les nomme pas, je nomme pas ces enjeux-là quand je vais déposer une proposition de projet. Okay. Mais c'est des choses qui ressortent des gens avec qui je travaille ou les gens que je rencontre, en fait. Puis, dans mon travail d'artiste, j'aime beaucoup poser vu que je m'intéresse à la santé, là, de l'intime jusqu'au social et au politique, je demande aux gens que je rencontre, mais comment vivez-vous dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe avec ce corps? La vie passe, ça laisse des marques. Donc, c'est sûr qu'il y a plein... en ce moment, là, je suis en train de mener des entretiens auprès de femmes pour essayer de comprendre un petit peu plus comment on peut faire réémerger la parole liée à la maternité en lien avec les violences obstétricales. Donc, c'est sûr que c'est des rencontres que là, il y a des enjeux sociétaux qui sortent. Mais à la base, quand j'ai une idée de projet, c'est souvent un projet qui est arrimé à un lieu avec un organisme. Donc, je ne vais pas nommer ces grands enjeux-là nécessairement en amont. Ça se fait un peu toute seule. Ça se fait par la force des choses durant le projet. Donc, par après, oui, je trouve ça toujours difficile de sortir la pancarte avec ces grands enjeux-là, puis dire qu'on les aborde de front. Surtout moi, à mon échelle, comme artiste en art visuel, je ne travaille pas avec une association, une organisation. C'est une petite équipe de une personne avec des collaborateurs parfois. Donc voilà. Ouais. Et Lisette, de votre côté, est-ce que vous intégrez ces enjeux sociaux? Je pense que oui, parce que ça fait partie un peu de votre mission. Est-ce que c'est difficile d'intégrer ces enjeux-là ou de les faire passer auprès des gens? En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'en pratique slam, on est connecté dans cette poésie sociale. C'est une espèce de porosité par rapport à la pulsation du monde. On est connecté, donc c'est au cœur de notre travail et dans nos ateliers. La première question, c'est qu'est-ce qui bouillonne en vous? Qu'est-ce qui bouillonne dans le monde et qui fait que vous avez envie de parler de ça? Donc, je veux dire, nous, c'est la base de notre travail. Après, c'est souvent des lieux. Moi, j'interviens dans des lieux qui, eux, ont fait cette démarche d'aller chercher des subsides pour l'égalité homme-femme, par exemple, égalité des droits. Ce sont les lieux qui ont fait la démarche d'aller chercher des subsides et puis qu'à un moment, font appel à une artiste, mais ils font appel sur le slam comme ils pourraient faire appel sur la danse. Donc, ils prennent l'outil, voilà, parce que c'est un outil simple, etc. Donc, moi, je ne fais pas une démarche. J'ai pas le temps et j'ai beaucoup de déceptions par rapport aux subsides, etc. Donc, je ne suis pas à cet endroit-là de recherche de subsides. Je range peu d'appels. J'ai écrit là-dessus, d'ailleurs, un papier en Belgique pour cette question des appels à projets qui mobilisent beaucoup d'énergie au niveau des artistes, avec beaucoup d'appelés, très peu d'élus, avec des... Bon, voilà, je milite plutôt pour des aides structurelles qui arrivent à des moments donnés. On a besoin, quand on sort des écoles d'art, on a besoin à un moment donné, quand on veut internationaliser sa pratique, on a besoin d'outils de communication, on a besoin de pouvoir après, de croiser sa pratique avec d'autres pratiques quand on est déjà bien ancré dans la sienne et aller faire des... et que ça pourrait arriver comme ça à certains moments, qu'on ne soit pas là toujours à courir, voilà. Donc, c'est plutôt les lieux qui font ce travail et j'adore collaborer avec des lieux qui ont bien fait ce taf et puis je rentre avec eux là-dedans.
Parfait. Il reste tout au plus un petit 10 minutes. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Alors, je prendrai des questions du public. Kim, je ne sais pas si est-ce que Kim est toujours là? Kim est la modératrice. Oui. Si elle ne peut pas nous indiquer quelques questions intéressantes. Oui, bien sûr, je suis là. Effectivement, vous avez suscité beaucoup de questions. Je pense que tout le monde, en tout cas, a adoré vos mots, en fait, puis ce que vous nous avez fait vivre à travers cette conférence-là. Donc, il nous reste juste 10 minutes. Il y a beaucoup de questions. C'est difficile de peut-être choisir. J'étais curieuse. On a une question pour Steven. Et comme on n'a pas entendu parler Steven, je ne sais pas s'il était intéressé ou prêt à répondre à une question. Je lance ça dans l'univers, mais sinon, on ira peut-être à une autre question. Steven, est-ce que tu te sens à l'aise à répondre peut-être, à dire quelques mots, comme on ne t'a pas entendu? Oui. Vas-y avec la question. Parfait. Bien, dans le fond, c'est une question pour Présage aussi. Là, je ne sais pas si tu vas avoir toute l'information, mais au sujet d'un rapport qui a été publié sur le bénévolat depuis la pandémie. Et puis, la personne là, travaille comme chargée de projet dans un projet qui s'appelle Culture aux aînés et elle aimerait en fait connaître un peu les conclusions, les analyses suite à la réalisation peut-être de ce rapport-là. Donc, je ne sais pas si en quelques mots, tu peux nous en dire un peu plus, mais je trouve intéressant peut-être de t'entendre parler un peu. C'est ça, c'est pas un dossier là, où j'étais très impliqué. Là. Fait que c'est ça, je peux moins en parler, mais il y a quelque chose, par exemple, qui pourrait peut-être faire un lien avec ce qui me rappelle un peu plus tôt où Lisette parlait de son questionnement sur c'est qui le nous, comment je parle au nous, comment je suis légitime. Et également dans cette période-là de pandémie où on est dans une déconnexion, là, donc de trouver comment on continue à assumer des rôles, à jouer des rôles, à représenter, à dialoguer avec certains groupes. Bien, nous, ce sondage-là était un peu dans cette perspective-là, là, de voir comment on reprend contact avec les gens de qui ce contact-là a été perdu là, pour éventuellement recréer des espaces puis se demander d'où on part cette conversation-là pour la reconnexion, le dialogue, là, qui est quelque chose que je retiens beaucoup là, de la conversation entre les panélistes, là, cette idée-là de comment installer le dialogue à travers leur pratique, où il va y avoir des frottements, où il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, puis où c'est ça, là, où le processus vient vraiment s'enclencher d'une façon qui ne se planifie pas non plus. Là. Donc, ça serait mon petit brin de synthèse là, en passant. Sinon, c'est ça. Je laisse le reste de la place aux panélistes. Super, merci. Une autre question peut-être, Kim? Oui, absolument. Peut-être une question tournée vers le futur. Comment est-ce que l'éducation aux arts devrait évoluer dans le futur? Je ne sais pas si nos panélistes ont des... Marc sourit grandement. Marco, pardon encore une fois. Ouais, je peux me lancer. Ouais. Je vais essayer de ne pas mettre la cassette, mais ça, je suis un fervent défendeur de ça. Je crois que d'abord et avant tout, ça passe par l'éducation de nos futurs enseignants, enseignantes à l'école. Donc, tout ce qui est de professeurs, enseignants, enseignantes au primaire, au secondaire, pour qu'on puisse déjà convaincre ces personnes-là de la pertinence des arts à l'école comme levier d'apprentissage, mais aussi comme apprentissage en tant que tel. On sait que les arts ont de moins en moins de place à l'école. Le sport a de moins en moins de place à l'école aussi. Donc, tout ce qui est divergent, en fait, trouve de moins en moins d'espace pour s'exprimer. Et selon moi, c'est là où ça commence. Parce qu'ensuite, lorsqu'on aura eu cette génération-là qui aura été frottée un peu aux arts et à la culture, ben ça deviendra un réflexe naturel qui prendra place dans l'ensemble de leur quotidien, en fait. Donc, toutes les décisions qui seront prises seront teintées de cette expérience-là, qui aura été positive ou négative, mais au moins maintenant, comme Caroline le disait, ils auront des codes pour en parler. Dans les arts et la culture, on est dans un j'aime pas en ce moment, mais c'est beaucoup plus que ça. On est dans quelque chose, en fait, de sensible, de qu'est-ce qui m'attire dans une œuvre, de qu'est-ce que je regarde, pourquoi est-ce que je trouve ça laid, est-ce que ça fait état de quelque chose, est-ce que je peux faire quelque chose du fait que je déteste cette œuvre-là? Est-ce que je suis capable de dire que j'ai détesté une pièce, mais que j'ai adoré l'éclairage, par exemple? Donc, tout ça nous permet de voir aussi qu'une œuvre, c'est beaucoup plus que
un tout, ça peut être un tout, et on espère que c'est un tout, mais il y a des pièces à regarder aussi. Il y a des éléments à venir décortiquer. Puis parfois, on peut chercher le rouge dans les œuvres parce que quelqu'un qui est sur le spectre de l'autisme, par exemple, ben, peut être fasciné par l'utilisation d'une couleur, et ça, c'est à encourager, même si quelqu'un neurotypique, si ça existe, quelqu'un qui n'a pas d'évaluation psychologique particulière, ben, ce ne sera pas quelque chose qui sera pertinent ou pertinent pour elle. Mais bref, de laisser place, d'être capable de voir les divergences qui émergent dans notre appréciation pour qu'ensuite on puisse y aller. Mais tout ça, pour moi, commence à l'école, maintenant. Oui, tout à fait. Peut-être une dernière question, Kim. Il est déjà 13h25. Oui, c'est sûr qu'on en a certainement discuté, mais bon, on se relance. Comment articuler toutes ces initiatives artistiques transformatrices afin d'augmenter notre impact? Mot de la fin, peut-être? Oui, les deux filles, Lisette et Caroline, rapidement, votre perception? Écoute, moi, ça va être c'est entre ce que Marco et Caroline disent, c'est vraiment à l'intersection, c'est-à-dire je veux bien faire et je veux bien qu'on fasse plus, mais c'est ce qu'on vient de dire là-dessus. Par exemple, si concrètement, il faut des choses très concrètes, si le volume horaire consacré à l'art dans les écoles, et c'est une décision politique, il faut, voilà, si ça augmente, ça va générer des choses, etc. Moi, je peux mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, beaucoup d'allant, etc. À un moment donné, c'est sur le gué, quoi. C'est entre les deux rives. Il faut, voilà, il faut des choses, que ce soit, tu vois, le cursus, c'est une vision holistique, c'est de se dire, OK, j'ai ces belles personnes, ces êtres en devenir qui sont en construction. Quand Marco disait, je suis co-apprenant dans ma pratique de médiation aussi, c'est des endroits vraiment, des postures qu'il faut aller travailler. Si tu vois les gens en te disant, il y a des intelligences multiples, et à partir de là, il n'y a pas que du logico-mathématique, ça va sembler évident que tout d'un coup, bouh, comme un bourgeon qui éclot, la part culturelle de l'artistique revient dans le cursus à sa juste place, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, il y a du travail. Caroline, pour ta part, as-tu quelque chose à ajouter? Ben, non, je n'ai rien ajouté. Là. Je suis tout à fait d'accord. Je me dis, c'est ça, là, comme artiste, je pense qu'il faut faire notre travail d'artiste. On peut prendre la parole, on choisit différentes façons de prendre la parole, puis de montrer notre engagement, mais oui, on peut pas tout mener tout seul de front. Faut que ça parte. Il faut des alliés. Oui, il nous faut des alliés, puis l'importance de l'éducation en art, ramener la culture dans les écoles, mais vraiment, là. Tout à fait. Voilà. Ben, merci aux trois panélistes d'avoir pris le temps de participer à cette discussion. C'est extrêmement intéressant et très apprécié. Puis on espère qu'on aura la chance d'en faire plusieurs parce qu'on dirait que c'est un sujet infini et voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais repasser la parole à mon collègue Luc Tousignan pour le mot de la fin. Un grand merci, Marilyn. Et puis, tout d'abord, un grand merci chaleureux à Lisette, Caroline et Marco et Steven aussi pour cette belle participation et surtout ce partage et témoignage fort inspirant. Je pense que ça a été unanime. J'ai regardé le chat, les commentaires, les questions. C'était une très, très belle conférence et on vous en remercie beaucoup pour cette grande générosité-là. Merci pour votre travail. Vous nous avez sensibilisés aussi à la pratique activiste. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Vous avez démontré à quel point l'art est créatrice de ponts et d'interconnexions, puis qui est fondamentale aussi dans la transformation sociale. Donc, encore une fois, merci. Merci, Marilyn, pour l'animation avec brio aujourd'hui. Très apprécié. Et puis, je sais que beaucoup de gens ont posé la question aussi sur l'accessibilité à l'enregistrement de cette conférence-là. Bien entendu, elle le sera. Je pense, ou je ne sais pas si dans le chat, on a publié les sites web, mais vous aurez la possibilité de pouvoir écouter cette conférence-là sur le site de la Fondation J.Armand-Bombardier, qui est possible avec un smtl.ca ou encore esplanade.québec, ou suivez-nous sur nos différents comptes de médias sociaux. Je pense qu'on voit les sites et les URL qui sont publiés par Kim dans le chat, effectivement. Donc, merci. Un merci tout spécial à la Fondation J.Armand-Bombardier pour l'organisation, à Maëva et Aude pour nous avoir accompagnés aussi là-dedans dans la préparation de ce merveilleux événement. Un merci spécial à mes collègues Kim et Rosalie aussi pour avoir été impliqués très activement dans la préparation de cet événement-là. Donc, je souhaite à tous les participants
une excellente fin de journée, un bel été aussi. Et puis, merci évidemment de votre précieuse participation ce midi. Ça a été fort apprécié. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt, j'espère.